Bonsoir, édition spéciale, une édition que nous allons ce soir exclusivement consacrer à la dernière intervention du chef de l'État à France 24. Retenez qu'il y a quelques jours, le président Denis Sassou Nguesso était l'invité de France 24 et au cours de cette invitation, le chef de l'État est revenu sur les grandes questions qui touchent à la vie intérieure et internationale. Mais retenez que pour ce soir, moi et Dominique Azy de Marseille, nous allons tenter de revenir en profondeur sur les questions qui touchent principalement à la situation dans le département du Poul. Nous allons essayer de revenir sur cette problématique de prisonniers politiques. Le président de la République est revenu sur ses entrefaits. Et puis, nous allons essayer de projeter et voir ce qu'il en est exactement sur l'organisation annoncée des élections législatives au cours du mois de juillet. Alors, Dominique Azy de Marseille, le président a fait des annonces importantes, mais la question qui nous a particulièrement intéressés, c'est celle sur la situation dans le département du Poul. Le président est revenu, a déclaré qu'il n'y avait en réalité pas de situation, pas de problème dans le département du Poul. En tant qu'analyste politique, comment interpréter finalement cette déclaration du président Denis Sassou Nguesso? Jean-Pierre Goma, il faut restituer les faits. Notre collègue de France 24, en venant réaliser cette interview, n'appelle pas la réalité du terrain. Et notre métier nous exige d'être sur le terrain. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, c'est un proverbe chinois. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que le président l'a invité, que si vous aviez assez de temps, vous aurez pu descendre sur le terrain. Sur le terrain et puis vérifier les faits sans lesquels l'élection présidentielle s'est déroulée, tel qu'on le sait, le jour de la prestation des serments. Quand le président dit ce n'est pas une crise politique dans le Poul, je donne raison au président de la République. Une élection présidentielle terminée, un chef d'État élu, il va prêter serment. Un citoyen, je dis bien un citoyen, je dis un citoyen, pas un candidat, prend les armes et s'en prend au symbole de la République. Un citoyen, il s'appelle Frédéric Binsamou Alian Toumi, prend des armes, s'en prend au symbole de la République. Qui a été d'ailleurs à un moment donné collaborateur. J'ai dit citoyen. Citoyen tout à fait, parce qu'on insiste, puisqu'on pense, il y en a qui pensent que quand on dit c'est pas politique, pourquoi? Un citoyen de la République, Toumi, quand il prend les armes le 4 avril, pour mettre Brazzaville Sud à feu à sang, il n'est ni candidat à l'élection présidentielle, il n'est ni autorité vêtue d'un certain mandat politique, c'est un citoyen qui prend une milice et qui attaque. En ce moment-là, dites-moi, si un citoyen de la République, de n'importe quelle région, prend les armes, s'en prend au symbole de la République, pourquoi vous pensez que ce problème est politique? Non. C'est du banditisme de grand chemin, à la rigueur, comme le chef de l'État le dit, c'est du terrorisme. Mais ce serait une crise politique si un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence je prends le cas de Kolela, et qui était un candidat originaire du Poul, et pour lequel Binsabo était directeur du cabinet. Imaginez Kolela dit, je conteste l'élection, je m'en vais attaquer les symboles, on aurait cru que le débat est politique. Il faut qu'on restitue les faits. Ici, Binsamou, qui a été directeur de campagne de Kolela, et Kolela qui a reconnu la victoire du président Sassou. Mais d'où vient-il que Ntoumi prenne les armes pour aller en guerre? En ce moment-là, Jean-Pierre Goma, comment vous pouvez, quelle que soit votre intelligence, comment pouvez-vous situer un citoyen qui prend les armes, qui attaque les gens et vous dites que c'est politique? Tous les bandits qui sont dans la rue aujourd'hui, quelqu'un peut prendre ce matin, nous dormons là, et le lendemain matin, quelqu'un se réveille, prend des armes, attaque un commissariat, attaque une station d'essence, vous dites que c'est politique. Non. Ne mélangeons pas. Voilà pourquoi le chef d'État dit ce qui se passe dans le Poul, ce n'est pas une crise politique. Parce que les acteurs, celui qui a déclenché cette guerre-là, n'a aucun préjudice politique sur l'élection présidentielle. Puisque dit-on qu'il proteste les résultats. Est-ce qu'il est candidat? Non. Mais de l'autre qui n'est pas candidat. Pourquoi situe-tu dans ce cadre politique? C'est ce que le chef d'État dit. Que se passe-t-il finalement dans le Poul? Mais il se passe que... Il n'y a pas une situation politique. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Il se passe que quand ce bandit de grand chemin prend les armes, il attaque la République, il se retranche où? Dans son milieu naturel. C'est comme moi, je prends les armes, j'attaque les symboles de l'État, je me tourne de ma région. C'est du terrorisme, ça, alors? Du terrorisme. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais l'État n'est pas vacant, le peuple n'est pas vacant. En ce moment, quand vous attaquez l'État déploie la force publique. Ce qui se passe dans le Poul, l'État a déployé la force publique pour poursuivre un terroriste. En ce moment-là, l'État cherche le terroriste. Mais l'État fait comment? On lui dit non, vous le caressez trop. L'État dit non, mettons la forme pour que nous ne mettons pas
en désaccord avec les accords internationaux de telle sorte que l'armée doit chercher Ntoumi en respectant les populations. Il ne s'agit pas de tuer les gens en masse, mais de les chercher doucement et mettre la main sur lui. Alors, voilà. Pour rester en phase avec les déclarations, la dernière déclaration du président Denis Sassou Nguesso à France 24, je vous propose de suivre cet extrait sélectionné pour la circonstance. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Et le pasteur Bin Samou était même l'un des soutiens principaux de l'un des candidats. C'était un soutien déclaré de l'un des candidats et qui a participé à l'élection librement et a même formulé des recours à l'issue du scrutin en direction de la Cour constitutionnelle. Ce candidat est libre. Il s'est même rendu en France il n'y a pas longtemps. Et ce candidat-là, après la décision de la Cour constitutionnelle, a reconnu les conclusions de la Cour constitutionnelle. Donc, M. Bin Samou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur de Poule, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Poule pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poule pour en faire des boucliers humains. Alors, Bin Samou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Alors voilà, et dans l'extrait que nous venons de suivre, Asie Dominique de Marseille, il y a la question qui est implicitement posée au chef de l'État. Faut-il négocier avec le pasteur Ntoumi? Non, non. Non, parce que l'État n'est pas faible. Un État dirigé par un homme qui a une expérience politique colossale, qui a géré des crises ailleurs, qui connaît ce que ça veut dire. Si l'État se met à négocier avec un terroriste, l'État est faible. Quand notre collègue de France 24 pose cette question, j'aurais bien aimé que je lui fasse la question de savoir, mon frère, la France a négocié avec Salah Ben Abdallah? Non. La France a négocié avec les frères Kouassi? Non. Mais pourquoi la France ne négocie pas avec ceux qui s'attaquent au symbole de la France? Mais parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc lui, en posant cette question au président Sassou, il n'a pas d'abord regardé le rétroviseur de la vie politique française pour dire en France, on ne négocie pas. Mais je ne vais pas l'initier dans le cas du Congo. Le président Sassou ne veut pas quand même aller négocier avec un pasteur qui s'appelle Ntoumi, descend la République plus bas que terre parce qu'on veut négocier avec Ntoumi. Non. Les raisons de la négociation auraient pu avoir lieu si le problème est posé. Il était, avant l'attaque vue, c'est un problème politique, on a utilisé les sages, on a utilisé tous les canaux, on n'a pas pu en dire allons la négociation. On se réveille un bon matin, je dis bien un citoyen, il faut savoir placer les cas Jean-Pierre Goma, un citoyen, il prend les armes, attaque la République, et vous allez négocier. Quand on dit terroriste, qu'est-ce qu'on appelle terroriste? C'est un monsieur qui prend les armes, qui attaque sans raison pour des obédiences, que ce soit ces obédiences, que ce soit religieuses, que ce soit culturelles, il attaque. Alors que faire finalement? Mais question fondamentale. Non, il faudrait bien que la force publique tienne le coup. Il faudrait bien que la force publique raccourcisse la difficulté, la misère des citoyens pour dire on prend trop du temps et plus que le temps passe, les gens meurent. Il nous faut imaginer d'autres stratégies parce que notre problème n'est pas d'être toujours à la défensive. On ne peut pas gérer cette affaire à la défensive. Il faut aussi aller à l'offensive. Offensive dans tous les plans pour dire comment faut-il faire pour régler cette crise-là. Mais il n'est pas question de négocier. Le chose était clair. On ne négocie pas avec un terroriste. Aucun pays au monde ne l'a fait. Alors, autre aspect abordé par le président de la République, c'est évidemment la question des prisonniers politiques. Et à ce sujet, je vous propose en rappel la déclaration du chef de l'État. Les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'ils sont des personnalités politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers politiques.
Et la plupart d'entre eux ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont battu campagne et n'ont pas été élus, ça c'est une autre histoire. Mais ils sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Certains de ces actes ayant même été posés avant l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce qu'ils sont des politiques. Ils sont des responsables politiques, c'est vrai, mais ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont pris part à une élection. Parce que c'est l'impression que ça donne. Ah, ce n'est qu'une impression. Et quand même, quand il y a une trentaine de leaders politiques, l'Organisation des droits de l'homme qui sont derrière les barreaux... Il n'y a pas une trentaine de leaders politiques. Et ils sont peut-être 2 ou 3. Il n'y a pas de trentaine de leaders politiques. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisées derrière... Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Alors, c'est vrai que la presse internationale glosse généralement sur l'existence des prisonniers politiques au Congo. On s'appuie sur 2 ou 3 qui sont en prison, mais qui, le président le dit dans l'extrait que nous venons de suivre, qui sont là peut-être pour des faits, mais qui ne sont pas directement liés à l'organisation de la présidentielle, de la dernière présidentielle. Ça aussi, ça nous ramène un peu dans ce qu'on appelle la diabolisation. Est-ce que nous sommes dans cette logique de diabolisation? Jean-Pierre Goma, j'ai aimé votre expression. La presse internationale glosse. Je dirais même qu'elle roucoule. Elle roucoule parce que quand un journal de cette dimension arrive, il dit à des prisonniers politiques. J'ai toujours dit, quelle que soit notre obédience, quel que soit notre parti pris, repartant aux dispositions de la loi. Qu'est-ce qu'on appelle prisonnier politique? Vous n'avez pas dit qu'à mon frère de France 24 ne sait pas définir ce qu'on appelle prisonnier politique. J'ai toujours dit dans mes émissions, mes débats, est-ce que la politique à elle-même met les gens en prison? Non. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen et qui a violé la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a tordu le cou à la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a mal à partir avec la règle de droit. Quel que soit votre statut politique, que vous soyez civil, politique, n'importe quelle situation, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Quand vous posez des actes répréhensibles par la loi, et quand on vous prend, même si vous êtes ministre, vous êtes président de la République, vous êtes n'importe quelle autorité, vous répondez devant la justice, non devant la politique. Mais alors quand il parle de position politique, parce que ces hommes-là ont un mandat politique, notre collègue dit, c'est la chasse aux sorcières. Le président de la République dit non. Ils étaient combien? 11, Jean-Pierre Goma. Ils étaient 11 candidats. Mais il n'y a à ce jour que 2 qui sont aux arrêts. Les 2 qui sont aux arrêts, mais il y a 9 quand même, excepté le chef de l'État, il y a 8 quand même qui sont en liberté. Quelle est cette chasse aux sorcières où vous laissez 8 en liberté et vous en prenez 2? Ça veut dire que quand on fait l'équation, nous, collègues de la presse internationale, n'ont peut-être pas l'information. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'aller pérorer sur les plateaux, avant d'aller roucouler sur les plateaux, essayez un peu de faire le point, essayez un peu d'aller sur le terrain, avoir l'information, pour ne pas faire le porte-voix d'une opposition qui n'a que maille à partir avec les dispositions du droit. Ou qu'une opposition qui joue le jeu de qui doit le là que je m'y mette. Si vous jouez ce jeu-là, vous devenez un journaliste de bas niveau, un journaliste de bas échelle, vous faites de la presse de bas niveau. Or, ce n'est pas la peine de montrer qu'on est journaliste adultérin. En ce moment-là, vous avez biaisé la profession. Parce que dans le cas précis, vous avez 11 candidats à l'élection présidentielle. Vous avez un qui a gagné. Les 10 ont perdu. Sur les 10 qui ont perdu, 2 sont en prison. Vous appelez ça chasse aux sorcières. On aurait pu arrêter les 8, on aurait pu les mettre en prison, on aurait pu leur faire le procès de ce que, parce qu'ils disent ils sont en prison parce qu'ils ont contesté l'élection. Mais non, ce n'est pas ça. Ils ont maille à partir avec la règle de droit. D'ailleurs, le chef d'État, je crois, le dit, quand il reprend sur la question qu'on lui pose sur pourquoi est-ce que vous avez arrêté les communications. Je crois que cet extrait-là, on peut sur l'extrait, sur l'arrêt de communication. À un certain moment, lorsque nous avons senti qu'à l'extérieur du Congo, des forces travailler pour créer des désordres dans notre pays, utiliser des éléments inconscients pour perturber la paix dans le pays, oui, le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace. Oui, menace, parce que
nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organisaient pour créer le désordre. Est-ce que vous pouvez être plus précis? On ne peut pas être plus précis puisque... Pourquoi? Vous dites des éléments mercenaires avec des soutiens de pays extérieurs. Vous savez de qui vous parlez, Monsieur le Président? Certainement, mais puisque une instruction est en cours et au niveau de la justice, le Président de la République ne peut pas faire plus de commentaires que cela, parce qu'après toute séparation des pouvoirs, attendons plutôt les conclusions de l'instruction qui est en cours. Jean-Pierre Goma, vous voyez bien que on pose la question, vous avez arrêté les communications pour tricher tout et tout, dit non. Nous avons suspecté qu'il y a un coup, nous avons les informations, que dans des pays limitrophes, un coup est en train de se préparer pour venir déstabiliser le pouvoir à Brazzaville. Et nous avons pris des précautions. Et le journaliste pose la question de savoir si vous avez des preuves. Bon, quand je me pose la question comme ça, moi ça me gêne en tant que journaliste. Je me vois en train de dire à Macron, Macron, tu as affirmé ça, tu as des preuves? Non, c'est mesquin. Macron, c'est un chef d'État qui a les rouages de l'État dans ses mains et qui a les services de renseignement dans ses mains, qui connaît la sécurité du pays. Et pour la question, vous avez des preuves. Mais c'est mesquin. C'est même manque de considération pour celui qui parle. Un chef d'État, ce n'est pas un petit enfant. Alors, Asie, il y a aussi que... Il n'y a pas plus que 2 jours, nous avons également suivi, toujours dans ces mêmes médias, le fait que l'État aurait simplement et purement abandonné les populations déplacées du département du Poul. Alors que la preuve a été démontrée qu'il y a plus de 5 descentes humanitaires, des actions humanitaires organisées, menées par le gouvernement au profit des populations déplacées du département du Poul. Est-ce que tout cela dénote toujours de la même stratégie de désinformation? Jean-Pierre Goma, j'ai l'impression, c'est une impression, je peux avoir tort comme je peux avoir raison dans mon impression. J'ai comme l'impression qu'il y a un gros coup, il y a une campagne de diabolisation qui est montée contre le Congo. Mais Jean-Pierre Goma, les dossiers du Congo sont lésions. On vous parle des biens mal acquis, on vous parle des disparus du beach, on vous parle d'une élection truquée, on vous parle des populations du Poul qui sont abandonnées. Prenons cet aspect important qui est passé sur les médias dernièrement et qui nous met en colère, nous journalistes. Oh, j'ai toujours fait le reproche. Pourquoi nos amis ne font pas la profession? Jean-Pierre Goma, on ne peut pas être journaliste, arriver dans un pays, sans passer par les canaux officiels, vous trouvez une ONG qui vous amène sur le terrain et vous me faites une enquête. Cette enquête n'est pas contagieuse parce que celui qui est avec vous, on ne sait pas quelle image vous prenez. Et si on peut contester cela, il faut toujours passer, vous venez, vous vous annoncez, on vous reçoit. On vous donne des personnes officielles qui vous accompagnent. On ne vous a pas dit, on vous censure, non. Parce que quand vous parlez un peu, vous dites, nous avons été accompagnés soit par le ministre de la Justice, soit par le ministre de la Sécurité, soit par le ministre des Affaires sociales. Ces autorités de la République sont témoins et vous filmez et quand vous diffusez, ce n'est pas contestable. Et pourtant, on l'a déjà fait. Mais quand vous rentrez par infraction, vous rentrez par intelligence, par des voies biscornues, par un labyrinthe tortueux aussi tortueux que la fable, et vous dites, voilà, on était dans le Poul, on a filmé, les populations du Poul sont abandonnées. Pourquoi on veut... Moi, je pose la question, pourquoi on rend ces populations du Poul victimes? Pourquoi cette espèce de victimisation des populations qui ne vous demandent pas de faire ce procès à leur place? Elles savent que là où il y a l'armée, nous allons pouvoir être protégés. Elles savent que les bandes armées sont en train de violer, de tuer, de les assassiner. Mais vous ne voyez pas. Est-ce que les yeux sont ailleurs? Et non, on a pris cette histoire, on a contourné le miroir, on a monté une face où c'est le pouvoir qui tue, c'est le pouvoir qui pille, c'est le pouvoir... Mais diable, Ntoumi est dans le Poul comme un enfant de cœur. Ouais. Les ninjas sont dans le Poul comme des enfants de cœur. Vous avez interrogé ces populations, ils disent que notre misère ici est causée par la force publique. Le jour où Ntoumi prend les armes, recule dans le Poul. Mais le Poul est en paix. Jean-Pierre Goma, comme il rappelle, après l'élection présidentielle, le Poul avait un problème. Non. Toutes les régions du pays sont en paix. Mais dès que quelqu'un a pris les armes, pourquoi est-ce que... Moi, je dis, ce qui m'énerve, c'est que les gens trichent avec l'histoire. On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinat, de torture, dans le Poul notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire que vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poul. Dans le Poul,
et les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, l'émanation du gouvernement... Je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent. C'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations et de prouver que là-bas, c'est l'inverse, ce ne sont pas les éléments de la force publique qui protègent les populations, et c'est l'inverse. C'est plutôt les populations qui redoutent les exactions des miliciens de Toumi et qui sont placés sous la protection de la force publique, y compris ceux qu'on a été obligé de déplacer justement pour les protéger et qui sont sous la protection du gouvernement, entretenus par le gouvernement avec les moyens dont nous pouvons disposer. Pourquoi nous trichons avec l'histoire? Pourquoi dire même pour nos besoins politiques, même si ce sont médias internationaux, est-ce qu'on ne peut pas repartir comment j'appelle ça, à l'origine du débat? Le débat, c'est lequel? Mais ce pays était en paix. Le président de la République a sillonné le pool avant l'élection. Les candidats ont battu la campagne dans le pool sans problème. Aujourd'hui, le pool devient un problème. Chaque fois, le pool. Comme Youlé est là, le pool n'est pas content. Comme Assamadebe est là, le pool n'est pas content. Quand Ngwabi est là, le pool n'est pas content. Quand Yombi est là, le pool n'est pas content. Quand Lissoube est là, guerre Nibo pool, le pool n'est pas content. Mais le pool sera content quand tout le monde marche sur le dos du pool, tout le monde parle au nom du pool, tout le monde réclame son adversité politique ou son opposition sur le dos du pool. Laissez les populations tranquilles. Ces populations du pool ont besoin de notre message et non du message de la victimisation. Alors, face donc à cette diabolisation, puisque ça fait partie des stratégies sur le plan international, face donc à cette manipulation informationnelle, qu'est-ce qu'il faut opposer? Quelle stratégie de com' il faut opposer à cela? Au lieu d'être toujours en position défensive, doit-on redéfinir finalement la stratégie de com' à ce niveau? Sur le plan intérieur. Jean-Pierre Goma, je me suis de dire, je suis quand même entre guillemets un spécialiste en communication, Jean-Pierre. La communication appelle la communication. Face à une opinion, il faut une autre opinion. Parce que, retenez ce proverbe, on n'écoute que celui qui parle. Si l'autre a parlé, on t'a pas écouté, mais il n'y a qu'un seul son de cloche. Et qui a entendu un seul son de cloche n'a entendu qu'un raisonnement. Du coup, le Congo, je suis désolé de l'interpeller sur la profession, le Congo a intérêt à soigner, vraiment à soigner sa communication. Ne restez pas à la défensive, allons-y à l'offensive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des journalistes qui partent du Congo pour aller faire des conférences, débats, dans d'autres chaînes de télévision, dans d'autres pays, dans d'autres milieux. Ça ne nous empêche pas de faire comme France 24, de débattre pour dire, nous sommes venus vous parler aujourd'hui de la situation au Congo. Des confrères qui peuvent nous recevoir. Ça coûte quoi au Congo de dire, un tel, vous êtes journaliste, nous envoyons à travers les plateaux africains, à travers les plateaux européens, allez-y dans ces rédactions-là, parlez un peu de la situation du pôle avec votre collègue. Parlons politique entre vous journalistes, essayez d'échanger, en respectant la profession. Je pense que le Congo jouerait à l'offensive et non à la défensive. Nous sommes toujours assis, on vient taper. Un journaliste de France 24 qui quitte l'Europe, qui vient en Afrique, qui va au Yo, qui entre le chef d'État, il a vu que le sujet pour lui est intéressant. Mais il peut être intéressant, le sens est négatif pour nous, le sens positif pour lui. Pourquoi il le fait? Il sait quel intérêt, ce sujet important pour lui. Dès qu'il a eu le chef de l'État, il balance, il peut interpréter à sa manière les réponses du président de la République. À nous d'aller dans le fond. Un chef d'État donne des lignes, il ne donne pas des détails. À sa presse de reprendre et de donner des détails. Voilà pourquoi, sur cette affaire de coup d'État au niveau de la frontière, cette affaire était déjà révélée par le site internet 242 et qui a été, la plainte a été portée à Paris et Jean-Claude Cou est parti. Heureusement qu'il a gagné le procès. Jean-Pierre Gon, je vous dis une chose. Imaginez un peu que nos amis de Portail Zone 42 n'avaient pas gagné le procès. Mapingo qui porte plainte, il dit quoi? Les prisonniers qui sont à Brazzaville, ce n'est pas des prisonniers, c'est des gars qui sont rentrés en prison pour, parce que Sassou ne supporte pas l'audience de ses opposants. C'est-à-dire pour Mapingo, le général Mokoko est tellement plus puissant que Sassou qu'il faut qu'il le mette en prison. Mapingo porte plainte à Paris. S'il avait gagné, on allait dire quoi? Ah, les Français ont dit le vrai droit. Mapingo a gagné le procès, du coup, il faudrait qu'on soit de Mokoko puisque c'est la même affaire amenée à Paris. Mais malheureusement pour Mapingo, il a perdu le procès à Paris. Et comme Mapingo a perdu le procès à Paris, le même procès va avoir lieu ici, c'est passé avec Mokoko. Et que le tribunal du Congo condamne Mokoko.
Paris a condamné Mapingu et que le Congo condamne Mokoko. Maintenant, où est la raison des opposants? Ceux qui ont applaudi Mapingu, ceux qui ont amené des Congolais à aller danser dans le tribunal de grande instance de Paris parce que j'ai fait partie des gens qui ont suivi ce procès, c'était la honte du pays. Mais voyez-vous comment un pays comme ça est vilipendé? La lettre du continent a écrit des pages et des pages sur cette affaire, pensant qu'elle avait raison, et le titre c'était « Mapingu attaque le pouvoir de Brazzaville ». Voyez-vous, voilà. c'est ce que j'appelle moi, il nous faut aussi aller à l'offensive. Ne restez pas à la défensive, sinon que nous allons toujours boire et boire, et quand nous buvons, la coupe est pleine, elle finit par se renverser. Pour terminer notre édition spéciale, le dernier aspect, Asie Dominique de Marseille, les élections à venir. Élections législatives, locales et la presse, et vous avez suivi nos amis de France 24 interroger le président de la République à ce sujet. Je vous propose de suivre cet extrait. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées, législatives, se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours, qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci, une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin? Vous parlez de blackout? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Alors, le journaliste s'interroge déjà, Asie Dominique de Marseille, sur la crédibilité de cette élection. Déjà, avant même l'événement. Jean-Pierre Goma, je me demande toujours, le plan concerté pour diaboliser le Congo, il doit être monté dans des grandes officines. Quand le chef d'État met en cause la crédibilité du rapport du Congrès américain. Mais parce que ces gens ne sont pas venus faire l'enquête au Congo. Ils reçoivent des rapports par Internet faits par des gens qui ne sont pas sur le terrain. Qui ne sont pas aussi sur le terrain. Et quand ils parlent de la crédibilité de l'élection, mais il faut qu'on comprenne que quand on fait une élection chez nous, toutes les parties sont représentées dans les bureaux de vote. À quel moment la tricherie s'effectue? Quand vous finissez, vous dépouillez. Contradictoire, vous c'est le procès verbal. Le candidat, chaque candidat sait que non, dans ce bureau de vote, nous avons perdu ou nous avons gagné. En ce moment-là, il a le rapport. Avant même qu'on nous coupe les fameux réseaux sociaux. Mais chaque candidat a son représentant à ses rapports. Même si vous avez coupé les réseaux sociaux, lui, il a assisté au dépouillement. Il a signé contradictoire le procès verbal. Du coup, cette élection est crédible pour lui. Nous imaginons une forme de fraude qui se met en scène dans notre tête comme un véritable roman de science-fiction. Du coup, l'élection qui arrive est déjà entachée de suspicion avant même son organisation par nos amis de la presse internationale. Le président de la République l'a dit, quand on fait une élection, toutes les parties sont là en présence et peuvent décider, et peuvent regarder comment ça se fait, assis au dépouillement et signe le procès verbal. Mais en soi, la tricherie apparaît à quel moment? Puisque comme vous sortez avec vos résultats, vous pouvez le communiquer à votre tuteur. Et moi, je dis, l'élection qui arrive, mais on ne va pas inventer la roue. Elle va se faire comme elle fait. Nous n'allons pas céder à la pression extérieure, à la pression des lobbies financiers, à la pression des ONG qui se sont mis quelque part dans des grands pays pour vouloir diaboliser le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes indépendants et libres d'organiser une élection. Et si nous avons besoin d'observateurs, un observateur c'est fait pour observer et non pour nous dicter sa loi. Comme le cas où on a vu dans certains pays africains, les observateurs deviennent les propriétaires du pays, comme si on élit les députés, les sénateurs pour l'Union européenne ou pour la France. On les lit pour les Congolais et pour les besoins des Congolais, je suis désolé. Merci Dominique Asie de Marseille pour ce décryptage. Nous avons été heureux de vous proposer cette édition spéciale. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps et merci d'avoir suivi donc ce programme spécial. Nous vous retrouverons prochainement sur d'autres questions. À très bientôt. Bonsoir, édition spéciale, une édition que nous allons ce soir exclusivement consacrer à la dernière intervention du chef de l'État à France 24. Retenez qu'il y a quelques jours, le président Denis Sassou Nguesso était l'invité de France 24 et au cours de cette invitation, le chef de l'État est revenu sur les grandes questions qui touchent à la vie intérieure et internationale. Mais retenez que pour ce soir, moi et Dominique Asie de Marseille, nous allons tenter de revenir en profondeur sur les questions qui touchent principalement à la situation dans
le département du Poul. Nous allons essayer de revenir sur cette problématique de prisonniers politiques. Le président de la République est revenu sur ses interprètes. Et puis, nous allons essayer de projeter et voir ce qu'il en est exactement sur l'organisation annoncée des élections législatives au cours du mois de juillet. Alors, Aziz Dominique de Marseille, le président a fait des annonces importantes, mais la question qui nous a particulièrement intéressés, c'est celle sur la situation dans le département du Poul. Le président est revenu, a déclaré qu'il n'y avait en réalité pas de situation, pas de problème dans le département du Poul. En tant qu'analyste politique, comment interpréter finalement cette déclaration du président Denis Sassou Nguesso? Jean-Pierre Goma, il faut restituer les faits. Notre collègue de France 24, en venant réaliser cette interview, n'appelle pas la réalité du terrain. Et notre métier nous exige d'être sur le terrain. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, c'est un proverbe chinois. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que le président l'a invité, que si vous aviez assez de temps, vous aurez pu descendre sur le terrain. Et puis vérifier. Les faits sont lesquels? L'élection présidentielle s'est déroulée, tel qu'on le sait, le jour de la prestation des serments. Quand le président dit « ce n'est pas une crise politique dans le Poul », je donne raison au président de la République. Une élection présidentielle terminée, un chef d'État élu, il va prêter serment. Un citoyen, je dis bien un citoyen, je dis un citoyen, pas un candidat, prend les armes et s'en prend au symbole de la République. Un citoyen, il s'appelle Frédéric Binsamou Alain Toumi, prend des armes, s'en prend au symbole de la République. Qui a été d'ailleurs à un moment donné collaborateur même citoyen. Citoyen tout à fait, parce qu'on insiste, puisqu'on pense, il y en a qui pensent que quand on dit c'est pas politique, pourquoi? Un citoyen de la République, Toumi, quand il prend les armes le 4 avril, pour mettre Brazzaville Sud à feu à sang, il n'est ni candidat à l'élection présidentielle, il n'est ni autorité vêtue d'un certain mandat politique, c'est un citoyen qui prend une milice et qui attaque. En ce moment-là, dites-moi, si un citoyen de la République, dans n'importe quelle région, prend les armes, s'en prend au symbole de la République, pourquoi vous pensez que ce problème est politique? Non. C'est du banditisme de grand chemin, à la rigueur, comme le chef d'État le dit, c'est du terrorisme. Mais ce serait une crise politique si un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence je prends le cas de Kolela, et qui était un candidat originaire du Poul, et pour lequel Binsamou a été directeur du cabinet. Imaginez Kolela dit, je conteste l'élection, je m'en vais attaquer les symboles, on aurait cru que le débat est politique. Il faut qu'on restitue les faits. Ici, Binsamou, qui a été directeur de campagne de Kolela, et Kolela qui a reconnu la victoire du président Sassou. Mais d'où vient-il que Ntoumi prenne les armes pour aller en guerre? En ce moment-là, Jean-Pierre Goma, comment vous pouvez, quelle que soit votre intelligence, comment pouvez-vous situer un citoyen qui prend les armes, qui attaque les gens et vous dites que c'est politique? Tous les bandits qui sont dans la rue aujourd'hui, quelqu'un peut prendre ce matin, nous dormons là, et le lendemain matin, quelqu'un se réveille, prend des armes, attaque un commissariat, attaque une station d'essence, vous dites que c'est politique? Non. Ne mélangeons pas. Voilà pourquoi le chef d'État dit ce qui se passe dans le Poul, ce n'est pas une crise politique. Parce que les acteurs, celui qui a déclenché cette guerre-là, n'a aucun préjudice politique sur l'élection présidentielle. Puisque dit-on qu'il proteste les résultats. Est-ce qu'il est candidat? Non. Mais de l'autre qui n'est pas candidat. Pourquoi situe-tu dans ce cadre politique? C'est ce que le chef d'État dit. Que se passe-t-il finalement dans le Poul? Mais il se passe que... Il n'y a pas une situation politique. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Il se passe que quand ce bandit de grand chemin prend les armes, il attaque la République, il se retranche où? Dans son vivier naturel. C'est comme moi, je prends les armes, j'attaque les symboles de l'État, je me tourne dans ma région. C'est du terrorisme, ça, alors? Du terrorisme. Et qu'est-ce que l'État fait? Mais l'État n'est pas vacant, le pouvoir n'est pas vacant. En ce moment, quand vous attaquez l'État, l'État déploie la force publique. Ce qui se passe dans le Poul, l'État a déployé la force publique pour poursuivre un terroriste. En ce moment-là, l'État cherche le terroriste. Mais l'État fait comment? On lui dit non, vous le caressez trop. L'État dit non, mettons la forme pour que nous ne mettons pas en désaccord avec les accords internationaux de telle sorte que l'armée doit chercher Ntoumi en respectant les populations. Il ne s'agit pas de tuer les gens en masse, mais de les chercher doucement et mettre la main sur lui. Alors, pour rester en phase avec les déclarations, la dernière déclaration du président Denis Sassou Nguesso à France 24, je vous propose de suivre cet extrait sélectionné pour la circonstance. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Et le pasteur Binsamou était même l'un des soutiens principaux, l'un des candidats.
c'était un soutien déclaré de l'un des candidats et qui a participé à l'élection librement et a même formulé des recours à l'issue du scrutin en direction de la Cour constitutionnelle. Ce candidat est libre. Il s'est même rendu en France il n'y a pas longtemps. Et ce candidat-là, après la décision de la Cour constitutionnelle, a reconnu les conclusions de la Cour constitutionnelle. Donc, M. Bin-Samou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur de Poul, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Poul pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poul pour en faire des boucliers humains. Alors, Bin-Samou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Alors voilà, et dans l'extrait que nous venons de suivre, Asie Dominique de Marseille, il y a la question qui est implicitement posée au chef de l'État. Faut-il négocier avec le pasteur Ntoumi? Non, non. Non, parce que l'État n'est pas faible. Un État dirigé par un homme qui a une expérience politique colossale, qui a géré des crises ailleurs, qui connaît ce que ça veut dire. Si l'État se met à négocier avec un terroriste, l'État est faible. Quand notre collègue de France 24 pose cette question, j'aurais bien aimé que je lui fasse la question de savoir, mon frère, la France a négocié avec Salah Ben Abdallah? Non. La France a négocié avec les frères Kouassi? Non. Mais pourquoi la France ne négocie pas avec ceux qui s'attaquent au symbole de la France? Mais parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc lui, en posant cette question au président Sassou, il n'a pas d'abord regardé le rétroviseur de la vie politique française pour dire en France, on ne négocie pas. Mais je ne vais pas l'initier dans le cas du Congo. Le président Sassou ne va pas quand même aller négocier avec un pasteur qui s'appelle Ntoumi, descendre la République plus bas que terre, parce qu'on veut négocier avec Ntoumi. Non. Les raisons de la négociation auraient pu avoir lieu si le problème est posé. Il était, avant l'attaque vue, c'est un problème politique, on a utilisé les sages, on a utilisé tous les canaux, on n'a pas pu en dire allons à la négociation. On se levait un bon matin, je dis bien un citoyen, il faut savoir placer les cas, Jean-Pierre Goma, un citoyen, il prend les armes, attaque la République, et vous allez négocier. Quand on dit terroriste, qu'est-ce qu'on appelle terroriste? C'est un monsieur qui prend les armes, qui attaque sans raison pour des obédiences, que ce soit ces obédiences, que ce soit religieuses, que ce soit culturelles, il attaque. Alors que faire finalement? Mais question fondamentale. Non, il faudrait bien que la force publique tienne le coup. Il faudrait bien que la force publique raccourcisse la difficulté, la misère des citoyens pour dire on prend trop du temps et plus que le temps passe, les gens meurent. Il nous faut imaginer d'autres stratégies parce que notre problème n'est pas d'être joué à la défensive. On ne peut pas gérer cette affaire à la défensive. Il faut aussi aller à l'offensive. Offensive dans tous les plans pour dire comment faut-il faire pour régler cette crise-là. Mais il n'est pas question de négocier. Le chose était clair. On ne négocie pas avec un terroriste. Aucun pays au monde ne l'a fait. Alors, autre aspect abordé par le président de la République, c'est évidemment la question des prisonniers politiques. Et à ce sujet, je vous propose en rappel la déclaration du chef de l'État. Les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'ils sont des personnalités politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et la plupart d'entre eux ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont battu campagne et n'ont pas été élus, ça c'est une autre histoire. Mais ils sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Certains de ces actes ayant même été posés avant l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce qu'ils sont des politiques. Ils sont des responsables politiques, c'est vrai, mais ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont pris part à une élection. Parce que c'est l'impression que ça donne. Ah, ce n'est qu'une impression.
Et quand même, quand il y a une trentaine de leaders politiques, l'Organisation des droits de l'homme qui sont derrière les barreaux... Il n'y a pas une trentaine de leaders politiques. Et ils sont peut-être 2 ou 3. Il n'y a pas de trentaine de leaders politiques. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisée derrière... Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Alors, c'est vrai que la presse internationale glosse généralement sur l'existence des prisonniers politiques au Congo. On s'appelait sur 2 ou 3 qui sont en prison, mais qui, le président le dit dans l'extrait que nous venons de suivre, qui sont là peut-être pour des faits, mais qui ne sont pas directement liés à l'organisation de la présidentielle, de la dernière présidentielle. Ça aussi, ça nous ramène un peu dans ce qu'on appelle la diabolisation. Est-ce que nous sommes dans cette logique de diabolisation? Jean-Pierre Goma, j'ai aimé votre expression. La presse internationale glosse. Je dirais même qu'elle roucoule. Elle roucoule parce que quand un journal de cette dimension arrive, il dit à des prisonniers politiques. Je me dis, j'ai toujours dit, quelle que soit notre obédience, quel que soit notre parti pris, repartant aux dispositions de la loi. Qu'est-ce qu'on appelle prisonnier politique? Vous n'avez pas dit qu'à mon frère de France 24 ne sait pas définir ce qu'on appelle prisonnier politique. J'ai toujours dit dans mes émissions, mes débats, est-ce que la politique à elle-même met les gens en prison? Non. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen et qui a violé la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a tordu le cou à la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a mal à partir avec la règle de droit. Quel que soit votre statut politique, que vous soyez civil, politique, n'importe quelle situation, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Quand vous posez des actes répréhensibles par la loi, et quand on vous prend, même si vous êtes ministre, vous êtes président de la République, vous êtes n'importe quelle autorité, vous répondez devant la justice, non devant la politique. Mais alors quand il parle de position politique, parce que ces hommes-là ont un mandat politique, notre collègue dit, c'est la chasse aux sorcières. Le président de la République clair dit non. Ils étaient combien? 11, Jean-Pierre Goma. Ils étaient 11 candidats. Mais il n'y a à ce jour que 2 qui sont aux arrêts. Les 2 qui sont aux arrêts, mais il y a 9 quand même, excepté le chef de l'État, il y a 8 quand même qui sont en liberté. Quelle est cette chasse aux sorcières où vous laissez 8 en liberté et vous en prenez 2? Ça veut dire que quand on fait l'équation, nos collègues de la presse internationale n'ont peut-être pas l'information. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'aller pérorer sur les plateaux, avant d'aller roucouler sur les plateaux, essayez un peu de faire le point, essayez un peu d'aller sur le terrain, avoir l'information pour ne pas faire le porte-voix d'une opposition qui n'a que maille à partir avec les dispositions du droit. Ou qu'une opposition qui joue le jeu de qui doit le là que je m'y mette. Si vous jouez ce jeu-là, vous devenez un journaliste de bas niveau, un journaliste de bas échelle, vous faites de la presse de caniveau. Or, ce n'est pas la peine de montrer qu'on est journaliste adultérin. En ce moment-là, vous avez biaisé la profession. Parce que dans le cas précis, vous avez 11 candidats à l'élection présidentielle. Vous avez un qui a gagné. Les 10 ont perdu. Sur les 10 qui ont perdu, 2 sont en prison. Vous appelez ça chasse aux sorcières. On aurait pu arrêter les 8. On aurait pu les mettre en prison. On aurait pu leur faire le procès de ce que, parce qu'ils disent ils sont en prison parce qu'ils ont contesté l'élection. Mais non! Ce n'est pas ça. Ils ont maille à partir avec la règle de droit. D'ailleurs, le chef d'État, je crois, le dit, quand il reprend sur la question qu'on lui pose sur pourquoi est-ce que vous avez arrêté les communications. Je crois que cet extrait-là, on peut sur l'extrait, sur l'arrêt de communication. À un certain moment, lorsque nous avons senti qu'à l'extérieur du Congo, des forces travaillaient pour créer des désordres, dans notre pays, utiliser des éléments inconscients pour perturber la paix dans le pays, oui. Le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace. Oui, menace, parce que nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organisaient pour créer le désordre. Est-ce que vous pouvez être plus précis? On ne peut pas être plus précis puisque... Vous dites des éléments mercenaires avec des soutiens de pays extérieurs. Vous savez de qui vous parlez, Monsieur le Président? Certainement, mais puisque une instruction est en cours et au niveau de la justice,
Le président de la République ne peut pas faire plus de commentaires que cela, parce qu'après toute séparation des pouvoirs, attendons plutôt les conclusions de l'instruction qui est en cours. Alors, Jean-Pierre Goma, vous voyez bien que on pose la question, vous avez arrêté les communications pour tricher tout et tout, dit non. Nous avons suspecté qu'il y a un coup, nous avons les informations, que dans des pays limitrophes, un coup est en train de se préparer pour venir déstabiliser le pouvoir à Brazzaville. Et nous avons pris des précautions. Et le journaliste pose la question de savoir si vous avez des preuves. Bon, quand je me pose la question comme ça, moi ça me gêne en tant que journaliste. Je me vois en train de dire à Macron, Macron, tu as affirmé ça, tu as des preuves? Non, c'est mesquin. Macron, c'est un chef d'État qui a les rouages de l'État dans ses mains et qui a les services de renseignement dans ses mains, qui connaît la sécurité du pays. Et pour la question, vous avez des preuves. Mais c'est mesquin. C'est même manque de considération pour celui qui parle. Un chef d'État, ce n'est pas un petit enfant. Alors, Aziz, il y a aussi que... Il n'y a pas plus que 2 jours, nous avons également suivi, toujours dans ces mêmes médias, le fait que l'État aurait simplement et purement abandonné les populations déplacées du département du Poul. Alors que la preuve a été démontrée qu'il y a plus de 5 descentes humanitaires, des actions humanitaires organisées, menées par le gouvernement au profit des populations déplacées du département du Poul. Est-ce que tout cela dénote toujours de la même stratégie de désinformation? Jean-Pierre Goma, j'ai l'impression, c'est une impression, je peux avoir tort comme je peux avoir raison dans mon impression. J'ai comme l'impression qu'il y a un gros coup, il y a une campagne de diabolisation qui est montée contre le Congo. Mais Jean-Pierre Goma, les dossiers du Congo sont lésions. On vous parle des biens mal acquis, on vous parle des disparus du beach, on vous parle d'une élection truquée, on vous parle des populations de poules qui sont abandonnées. Prenons cet aspect important qui est passé sur les médias dernièrement et qui nous met en colère, nous journalistes. Oh, j'ai toujours fait le reproche. Pourquoi nos amis ne font pas la profession? Jean-Pierre Goma, on ne peut pas être journaliste, arriver dans un pays, sans passer par les canaux officiels, vous trouvez une ONG qui vous amène sur le terrain et vous me faites une enquête. Cette enquête n'est pas contradictoire parce que celui qui est avec vous, on ne sait pas quelle image vous prenez. Et si on peut contester cela, il faut toujours passer, vous venez, vous vous annoncez, on vous reçoit. On vous donne des personnes officielles qui vous accompagnent. On ne vous a pas dit on vous censure, non. Parce que quand vous parlez un peu, vous dites nous avons été accompagnés soit par le ministre de la Justice, soit par le ministre de la Sécurité, soit par le ministre des Affaires sociales. Ces autorités de la République sont témoins et vous filmez et quand vous diffusez, ce n'est pas contestable. Et pourtant on l'a déjà fait. Mais quand vous rentrez par infraction, vous rentrez par intelligence, par des voies biscornues, par un labyrinthe tortueux aussi tortueux que la fable, et vous dites, voilà, on était dans le Poul, on a filmé, les populations du Poul sont abandonnées. Pourquoi on veut... Moi, je pose la question, pourquoi on rend ces populations du Poul victimes? Pourquoi cette espèce de victimisation des populations qui ne vous demandent pas de faire ce procès à leur place? Elles savent que là où il y a l'armée, nous allons pouvoir être protégés. Elles savent que les bandes armées sont en train de violer, de tuer, de les assassiner. Mais vous ne voyez pas. Est-ce que les yeux sont ailleurs? Et non, on a pris cette histoire, on a contourné le miroir, on a monté une face où c'est le pouvoir qui tue, c'est le pouvoir qui pille, c'est le pouvoir. Mais diable, Ntoumi est dans le Poul comme un enfant de cœur. Ouais. Les ninjas sont dans le Poul comme des enfants de cœur. Vous avez interrogé ces populations, ils disent que notre misère ici est causée par la force publique. Le jour où Ntoumi prend les armes, recule dans le Poul. Mais le Poul est en paix. Jean-Pierre Goma, comme il rappelle, après l'élection présidentielle, le Poul avait un problème. Non. Toutes les régions du pays étaient en paix. Mais dès que quelqu'un a pris les armes, pourquoi est-ce que... Moi, je dis, ce qui m'énerve, c'est que les gens trichent avec l'histoire. On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinat, de torture, dans le Poul notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire que vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poul. Dans le Poul, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Poul, je ne suis pas sûr. Je crois ils inventent. C'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Poul et d'entrer en contact avec les populations et de prouver que là-bas, c'est l'inverse, ce ne sont pas
les éléments de la force publique qui protègent les populations, et c'est l'inverse. C'est plutôt les populations qui redoutent les exactions des miliciens de Toumi et qui sont placés sous la protection de la force publique, y compris ceux qu'on a été obligés de déplacer justement pour les protéger et qui sont sous la protection du gouvernement, entretenus par le gouvernement avec les moyens dont nous pouvons disposer. Pourquoi nous trichons avec l'histoire? Pourquoi dire même pour nos besoins politiques, même si ce sont médias internationaux, est-ce qu'on peut pas repartir comment j'appelle ça, à l'origine du débat? Le débat, c'est lequel? Mais ce pays était en paix. Le président de la République a sillonné le pool avant l'élection. Les candidats ont battu la campagne dans le pool sans problème. Aujourd'hui, le pool devient un problème. Chaque fois, le pool. Quand Youlé est là, le pool n'est pas content. Quand Massama Debe est là, le pool n'est pas content. Quand Ngwabi est là, le pool n'est pas content. Quand Yombi est là, le pool n'est pas content. Quand Lissoubé est là, guerre Nibo pool, le pool n'est pas content. Mais le pool sera content quand tout le monde marche sur le dos du pool, tout le monde parle au nom du pool, tout le monde réclame son adversité politique ou son opposition sur le dos du pool. Laissez les populations tranquilles. Ces populations du pool ont besoin de notre message et non du message de la victimisation. Alors, face donc à cette diabolisation, puisque ça fait partie des stratégies sur le plan international, face donc à cette manipulation informationnelle, qu'est-ce qu'il faut opposer? Quelle stratégie de com' il faut opposer à cela? Au lieu d'être toujours en position défensive, doit-on redéfinir finalement la stratégie de com' à ce niveau? Jean-Pierre sur le plan intérieur. Jean-Pierre Goma, je me suis de dire, je suis quand même, entre guillemets, un spécialiste en communication, Jean-Pierre. La communication appelle la communication. Face à une opinion, il faut une autre opinion. Parce que, retenez ce proverbe, on n'écoute que celui qui parle. Si l'autre a parlé, on t'a pas écouté, mais il n'y a qu'un seul son de cloche. Et qui a entendu un seul son de cloche n'a entendu qu'un raisonnement. Du coup, le Congo, je suis désolé de l'interpeller, je suis de la profession, le Congo a intérêt à soigner, vraiment à soigner sa communication. Ne restez pas à la défensive, allons-y à l'offensive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des journalistes qui partent du Congo pour aller faire des conférences, débats, dans d'autres chaînes de télévision, dans d'autres pays, dans d'autres milieux. Ça ne nous empêche pas de faire comme France 24, de débattre pour dire, nous sommes venus vous parler aujourd'hui de la situation au Congo. Des confrères qui peuvent nous recevoir. Ça coûte quoi au Congo de dire, un tel, vous êtes journaliste, nous vous envoyons à travers les plateaux africains, à travers les plateaux européens. Allez-y dans ces rédactions-là. Parlez un peu de la situation du pôle avec votre collègue. Parlons politique entre vous, journalistes, essayez d'échanger en respectant la profession. Je pense que le Congo jouerait à l'offensive et non à la défensive. Nous sommes toujours assis, on vient taper. Un journaliste de France 24 qui quitte l'Europe, qui vient en Afrique, qui va au Yo, qui entend le chef d'État, il a vu que le sujet pour lui est intéressant. Mais peut-être intéressant, le sens est négatif pour nous, le sens positif pour lui. Pourquoi il le fait? Il sait quel intérêt, ce sujet important pour lui. Dès qu'il a eu le chef de l'État, il balance, il peut interpréter à sa manière les réponses du président de la République. À nous d'aller dans le fond. Un chef d'État donne des lignes, il ne donne pas des détails. À sa presse de reprendre et de donner des détails. Voilà pourquoi, sur cette affaire de coup d'État au niveau de la frontière, cette affaire a été déjà révélée par le site internet 242 et qui a été, la plainte a été portée à Paris et Jean-Claude Cou est parti. Heureusement qu'il a gagné le procès. Jean-Pierre Gon, je vous dis une chose. Imaginez un peu que nos amis de Portail Zone 42 n'avaient pas gagné le procès. Mapingo qui porte plainte, il dit quoi? Les prisonniers qui sont à Brazzaville, ce n'est pas des prisonniers, c'est des gars qui sont rentrés en prison pour, parce que Sassou ne supporte pas l'audience de ses opposants. C'est-à-dire pour Mapingo, le général Mokoko est tellement plus puissant que Sassou qu'il faut qu'il le mette en prison. Mapingo porte plainte à Paris. S'il avait gagné, on allait dire quoi? Ah, les Français ont dit le vrai droit. Mapingo a gagné le procès, du coup, il faudrait qu'on soit de Mokoko puisque c'est la même affaire amenée à Paris. Mais malheureusement pour Mapingo, il a perdu le procès à Paris. Et comme Mapingo a perdu le procès à Paris, le même procès va avoir lieu ici, c'est passé avec Mokoko. Et que le tribunal du Congo condamne Mokoko. Paris a condamné Mapingo et que le Congo condamne Mokoko. Maintenant, où est la raison des opposants? Ceux qui ont applaudi Mapingo, ceux qui ont amené des Congolais à aller danser dans le tribunal de grande instance de Paris parce que j'ai fait partie des gens qui ont suivi ce procès, c'était la honte du pays. Mais voyez-vous comment un pays comme ça est vilipendé? La lettre du continent a écrit des pages et des pages sur cette affaire, pensant qu'elle avait raison, et le titre c'était « Mapingo attaque le pouvoir de Brazzaville ». Voyez-vous, c'est ce que j'appelle moi, il nous faut aussi aller à l'offensive. Ne restez pas à la défensive, sinon que nous allons toujours boire, et quand nous buvons, la coupe est pleine, elle finit par se renverser. Pour terminer notre édition spéciale, le dernier aspect, Azidomique de Marseille, les élections à venir. Élections législatives, locales et la presse, et vous avez suivi
nos amis de France 24 interroger le président de la République à ce sujet. Je vous propose de suivre cet extrait. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées, législatives, se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours, qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci, une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin? Vous parlez de blackout? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Alors, le journaliste interroge déjà Aziz Dominique de Marseille sur la crédibilité de cette élection. Déjà, avant même l'événement. Jean-Pierre Goma, je me demande toujours, le plan concerté pour diaboliser le Congo, il doit être monté dans des grandes officines. Quand le chef d'État met en cause la crédibilité du rapport du Congrès américain. Mais parce que ces gens ne sont pas venus faire l'enquête au Congo. Ils reçoivent des rapports par Internet faits par des gens qui ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont pas aussi sur le terrain. Et quand ils parlent de la crédibilité de l'élection, mais il faut qu'on comprenne que quand on fait une élection chez nous, toutes les parties sont représentées dans les bureaux de vote. À quel moment la tricherie s'effectue? Quand vous finissez, vous dépouillez. Contradictoire, vous signez le procès verbal. Le candidat, chaque candidat sait que non, dans ce bureau de vote, nous avons perdu ou nous avons gagné. En ce moment-là, il a le rapport. Avant même qu'on nous coupe les fameux réseaux sociaux. Mais chaque candidat a son représentant à ses rapports. Même si vous avez coupé les réseaux sociaux, lui, il a assisté au dépouillement. Il a signé contradictoire le procès verbal. Du coup, cette élection est crédible pour lui. Nous imaginons une forme de fraude qui se met en scène dans notre tête comme un véritable roman de science-fiction. Du coup, l'élection qui arrive est déjà entachée de suspicion avant même son organisation par nos amis de la presse internationale. Le président de la République l'a dit, quand on fait une élection, toutes les parties sont là en présence et peuvent décider, et peuvent regarder comment ça se fait, assis au dépouillement et signe le procès verbal. Mais en soi, la tricherie apparaît à quel moment? Puisque comme vous sortez avec vos résultats, vous pouvez le communiquer à votre tuteur. Et moi, je dis, l'élection qui arrive, mais on ne va pas inventer la roue. Elle va se faire comme elle fait. Nous n'allons pas céder à la pression extérieure, à la pression des lobbies financiers, à la pression des ONG qui se sont mis quelque part dans des grands pays pour vouloir diaboliser le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes indépendants et libres d'organiser une élection. Et si nous avons besoin d'observateurs, un observateur c'est fait pour observer et non pour nous dicter sa loi. Comme le cas où on a vu dans certains pays africains, les observateurs deviennent les propriétaires du pays, comme si on élit les députés, les sénateurs pour l'Union européenne ou pour la France. On les lit pour les Congolais et pour les besoins des Congolais, je suis désolé. Merci Dominique Aziz de Marseille pour ce décryptage. Nous avons été heureux de vous proposer cette édition spéciale. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps et merci d'avoir suivi donc ce programme spécial. Nous vous retrouverons prochainement sur d'autres questions. À très bientôt. Et la paix dans le pays, oui. Le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace. Oui, menace parce que nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organisaient pour créer le désordre. Est-ce que vous pouvez être plus précis? On ne peut pas être plus précis puisque... Pourquoi? Vous dites des éléments mercenaires avec des soutiens de pays extérieurs. Vous savez de qui vous parlez, Monsieur le Président? Certainement, mais puisque une instruction est en cours et au niveau de la justice, le président de la République ne peut pas faire plus de commentaires que cela, parce qu'après toute séparation des pouvoirs, attendons plutôt les conclusions de l'instruction qui est en cours. Alors, Jean-Pierre Goma, vous voyez bien que on pose la question, vous avez arrêté les communications pour tricher tout et tout, dit non. Nous avons suspecté qu'il y a un coup, nous avons les informations, que dans des pays limitrophes, un coup en train de se préparer pour venir déstabiliser le pouvoir à Brazzaville. Et nous avons pris des précautions. Et le journaliste pose la question de savoir si vous avez des preuves.
Bon, quand je me pose la question comme ça, moi, ça me gêne en tant que journaliste. Je me vois en train de dire à Macron, Macron, tu as affirmé ça, tu as des preuves? Non, c'est mesquin. Macron, c'est un chef d'État qui a les rouages de l'État dans ses mains, et qui a les services de renseignement dans ses mains, qui connaît la sécurité du pays. Et pour l'action du chef, vous avez des preuves. Mais c'est mesquin. C'est même manque de considération pour celui qui parle. Un chef d'État, ce n'est pas un petit enfant. Alors, Aziz, il y a aussi que... Il n'y a pas plus que 2 jours, nous avons également suivi, toujours dans ces mêmes médias, le fait que l'État aurait simplement et purement abandonné les populations déplacées du département du Poul. Alors que la preuve a été démontrée qu'il y a plus de 5 descentes humanitaires, des actions humanitaires organisées, menées par le gouvernement au profit des populations déplacées du département du Poul. Est-ce que tout cela dénote toujours de la même stratégie de désinformation? Jean-Pierre Goma, j'ai l'impression, c'est une impression, je peux avoir tort comme je peux avoir raison dans mon impression. J'ai comme l'impression qu'il y a un gros coup, il y a une campagne de diabolisation qui est montée contre le Congo. Mais Jean-Pierre Goma, les dossiers du Congo sont lésions. On vous parle des biens mal acquis, on vous parle des disparus du beach, on vous parle d'une élection truquée, on vous parle des populations de poules qui sont abandonnées. Prenons cet aspect important qui est passé sur les médias d'énervement et qui nous met en colère, nous journalistes. Oh, j'ai toujours fait le reproche. Pourquoi nos amis ne font pas la profession? Jean-Pierre Goma, on ne peut pas être journaliste, arriver dans un pays, sans passer par les canaux officiels, vous trouvez une ONG qui vous amène sur le terrain et vous me faites une enquête. Cette enquête n'est pas contagieuse parce que celui qui est avec vous, on ne sait pas quelle image vous prenez. Et si on peut contester cela, il faut toujours passer, vous venez, vous vous annoncez, on vous reçoit. On vous donne des personnes officielles qui vous accompagnent. On ne vous a pas dit, on vous censure, non. Parce que quand vous parlez un peu, vous dites, nous avons été accompagnés soit par le ministre de la Justice, soit par le ministre de la Sécurité, soit par le ministre des Affaires sociales. Ces autorités de la République sont témoins et vous filmez et quand vous diffusez, ce n'est pas contestable. Et pourtant, on l'a déjà fait. Mais quand vous rentrez par infraction, vous rentrez par intelligence, par des voies biscornues, par un labyrinthe tortueux aussi tortueux que la fable, et vous dites, voilà, on était dans le Poul, on a filmé, les populations du Poul sont abandonnées. Pourquoi on veut... Moi, je pose la question, pourquoi on rend ces populations du Poul victimes? Pourquoi cet esprit de victimisation des populations qui ne vous demandent pas de faire ce procès à leur place? Elles savent que là où il y a l'armée, nous allons pouvoir être protégés. Elles savent que les bandes armées sont en train de violer, de tuer, de les assassiner. Mais vous ne voyez pas. Est-ce que les yeux sont ailleurs? Et non, on a pris cette histoire, on a contourné le miroir, on a monté une face où c'est le pouvoir qui tue, c'est le pouvoir qui pille, c'est le pouvoir... Mais diable, Ntoumi est dans le Poul comme un enfant de cœur. Ouais. Les ninjas sont dans le Poul comme des enfants de cœur. Vous avez interrogé ces populations, ils disent que notre misère ici est causée par la force publique. Le jour où Ntoumi prend les armes, recule dans le Poul. Mais le Poul est en paix. Jean-Pierre Goma, comme il rappelle, après l'élection présidentielle, le Poul avait un problème. Non. Toutes les régions du pays sont en paix. Mais dès que quelqu'un a pris les armes, pourquoi est-ce que... Moi, je dis, ce qui m'énerve, c'est que les gens trichent avec l'histoire. On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinat, de torture, dans le Poul notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire que vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poul. Dans le Poul, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, l'émanation je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Poul, je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent. C'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Poul et d'entrer en contact avec les populations et de prouver que là-bas, c'est l'inverse, ce ne sont pas les éléments de la force publique qui protègent les populations et c'est l'inverse. C'est plutôt les populations qui redoutent les exactions des miliciens de Ntoumi et qui sont placés sous la protection de la force publique, y compris ceux qu'on a été obligés de déplacer justement pour les protéger et qui sont sous la protection du gouvernement
entretenu par le gouvernement avec les moyens dont nous pouvons disposer. Pourquoi nous trichons avec l'histoire? Pourquoi dire même pour nos besoins politiques, même si ce sont médias internationaux, est-ce qu'on ne peut pas repartir comment j'appelle ça, à l'origine du débat? Le débat, c'est lequel? Mais ce pays était en paix. Le président de la République a sillonné le pool avant l'élection. Les candidats ont battu la campagne dans le pool sans problème. Aujourd'hui, le pool devient un problème. Chaque fois, le pool. Quand Youlé est là, le pool n'est pas content. Quand Massamadebe est là, le pool n'est pas content. Quand Ngwabi est là, le pool n'est pas content. Quand Yombi est là, le pool n'est pas content. Quand Lissoubé est là, guerre Nibo pool, le pool n'est pas content. Mais le pool sera content quand tout le monde marche sur le dos du pool, tout le monde parle au nom du pool, tout le monde réclame son adversité politique ou son opposition sur le dos du pool. Laissez les populations tranquilles. Ces populations du pool ont besoin de notre message et non du message de la victimisation. Alors, face donc à cette diabolisation, puisque ça fait partie des stratégies sur le plan international, face donc à cette manipulation informationnelle, qu'est-ce qu'il faut opposer? Quelle stratégie de com' il faut opposer à cela? Au lieu d'être toujours en position défensive, doit-on redéfinir finalement la stratégie de com' à ce niveau? Jean-Pierre sur le plan intérieur. Jean-Pierre Goma, je me suis de dire, je suis quand même, entre guillemets, un spécialiste en communication, Jean-Pierre. La communication appelle la communication. Face à une opinion, il faut une autre opinion. Parce que, retenez ce proverbe, on n'écoute que celui qui parle. Si l'autre a parlé, on t'a pas écouté, mais il n'y a qu'un seul son de cloche. Et qui a entendu un seul son de cloche n'a entendu qu'un raisonnement. Du coup, le Congo, je suis désolé de l'interpeller sur la profession, le Congo a intérêt à soigner, vraiment à soigner sa communication. Ne restez pas à la défensive, allons-y à l'offensive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des journalistes qui partent du Congo pour aller faire des conférences, débats, dans d'autres chaînes de télévision, dans d'autres pays, dans d'autres milieux. Ça ne nous empêche pas de faire comme France 24, de débattre pour dire, nous sommes venus vous parler aujourd'hui de la situation au Congo. Des confrères qui peuvent nous recevoir. Ça coûte quoi au Congo de dire, un tel, vous êtes journaliste, nous vous envoyons à travers les plateaux africains, à travers les plateaux européens. Allez-y dans ces rédactions-là. Parlez un peu de la situation du pôle avec votre collègue. Parlons politique entre vous, journalistes, essayez d'échanger en respectant la profession. Je pense que le Congo jouerait à l'offensive et non à la défensive. Nous sommes toujours assis, on vient taper. Un journaliste de France 24 qui quitte l'Europe, qui vient en Afrique, qui va au Yo, qui entre le chef d'État, il a vu que le sujet pour lui est intéressant. Mais peut-être intéressant, le sens est négatif pour nous, le sens positif pour lui. Pourquoi il le fait? Il sait quel intérêt, c'est ce sujet important pour lui. Dès qu'il a eu le chef de l'État, il balance, il peut interpréter à sa manière les réponses du président de la République. À nous d'aller dans le fond. Un chef d'État donne des lignes, il ne donne pas des détails. À sa presse de reprendre et de donner des détails. Voilà pourquoi, sur cette affaire de coup d'État au niveau de la frontière, cette affaire a été déjà révélée par le site internet 242 et qui a été, la plainte a été portée à Paris et Jean-Claude Cou est parti. Heureusement qu'il a gagné le procès. Jean-Pierre Gon, je vous dis une chose. Imaginez un peu que nos amis de Portail Zone 42 n'avaient pas gagné le procès. Mapingo qui porte plainte, il dit quoi? Les prisonniers qui sont à Brazzaville, ce n'est pas des prisonniers, c'est des gars qui sont rentrés en prison pour, parce que Sassou ne supporte pas l'audience de ses opposants. C'est-à-dire pour Mapingo, le général Mokoko est tellement plus puissant que Sassou qu'il faut qu'il le mette en prison. Mapingo porte plainte à Paris. S'il avait gagné, on allait dire quoi? Ah, les Français ont dit le vrai droit. Mapingo a gagné le procès, du coup, il faudrait qu'on sorte de Mokoko puisque c'est la même affaire amenée à Paris. Mais malheureusement pour Mapingo, il a perdu le procès à Paris. Et comme Mapingo a perdu le procès à Paris, le même procès va avoir lieu ici, cette fois-ci avec Mokoko. Et que le tribunal du Congo condamne Mokoko. Paris a condamné Mapingo et que le Congo condamne Mokoko. Maintenant, où est la raison des opposants? Ceux qui ont applaudi Mapingo, ceux qui ont amené des Congolais à aller danser dans le tribunal de grande instance de Paris parce que j'ai fait partie des gens qui ont suivi ce procès, c'était la honte du pays. Mais voyez-vous comment un pays comme ça est vilipendé? La lettre du continent écrit des pages et des pages sur cette affaire, pensant qu'elle avait raison, et le titre c'était Mapingo attaque le pouvoir de Brazzaville. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle moi, il nous faut aussi aller à l'offensive. Ne restez pas à la défensive, sinon que nous allons toujours boire et boire, et quand nous buvons, la coupe est pleine, elle finit par se renverser. Pour terminer notre édition spéciale, le dernier aspect, Azidomique de Marseille, les élections à venir. Élections législatives, locales et la presse. Et vous avez suivi nos amis de France 24 interroger le président de la République à ce sujet. Je vous propose de suivre cet extrait. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées, législatives, se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours, qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci,
une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin. Vous parlez de blackout? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Alors, le journaliste s'interroge déjà, Azy Dominique de Marseille, sur la crédibilité de cette élection. Déjà, avant même l'événement. Jean-Pierre Goma, je me demande toujours, le plan concerté pour diaboliser le Congo, il doit être monté dans des grandes officines. Quand le chef d'État met en cause la crédibilité du rapport du Congrès américain. Mais parce que les gens ne sont pas venus faire l'enquête au Congo. Ils reçoivent des rapports par Internet faits par des gens qui ne sont pas sur le terrain. Qui ne sont pas allés aussi sur le terrain. Et quand ils parlent de la crédibilité de l'élection, mais il faut qu'on comprenne que quand on fait une élection chez nous, toutes les parties sont représentées dans les bureaux de vote. À quel moment la tricherie s'effectue? Quand vous finissez, vous dépouillez. Contradictoire, vous signez le procès verbal. Le candidat, chaque candidat sait que non, dans ce bureau de vote, nous avons perdu, nous avons gagné. En ce moment-là, il a le rapport. Avant même qu'on nous coupe les fameux réseaux sociaux. Mais chaque candidat a son représentant à ses rapports. Même si vous avez coupé les réseaux sociaux, lui, il a assisté au dépouillement. Il a signé contradictoire le procès verbal. Du coup, cette élection est crédible pour lui. Nous imaginons une forme de fraude qui se met en scène dans notre tête comme un véritable roman de science-fiction. Du coup, l'élection qui arrive est déjà entachée de suspicion avant même son organisation par nos amis de la presse internationale. Le président de la République l'a dit, quand on fait une élection, toutes les parties sont là en présence et peuvent décider, et peuvent regarder comment ça se fait, assis au dépouillement et signe le procès verbal. Mais en soi, la tricherie apparaît à quel moment? Puisque comme vous sortez avec vos résultats, vous pouvez le communiquer à votre tuteur. Et moi, je dis, l'élection qui arrive, mais on ne va pas inventer la roue. Elle va se faire comme elle fait. Nous n'allons pas céder à la pression extérieure, à la pression des lobbies financiers, à la pression des ONG qui se sont mis quelque part dans des grands pays pour vouloir diaboliser le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes indépendants et libres d'organiser une élection. Et si nous avons besoin d'observateurs, un observateur c'est fait pour observer et non pour nous dicter sa loi. Comme le cas où on a vu dans certains pays africains, les observateurs deviennent les propriétaires du pays, comme si on élit les députés, les sénateurs pour l'Union européenne ou pour la France. On les lit pour les Congolais et pour les besoins des Congolais, je suis désolé. Merci Dominique Azy de Marseille pour ce décryptage. Nous avons été heureux de vous proposer cette édition spéciale. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps et merci d'avoir suivi donc ce programme spécial. Nous vous retrouverons prochainement sur d'autres questions. À très bientôt. Bonsoir, édition spéciale, une édition que nous allons ce soir exclusivement consacrer à la dernière intervention du chef de l'État à France 24. Retenez qu'il y a quelques jours, le président Denis Sassou Nguesso était l'invité de France 24 et au cours de cette invitation, le chef de l'État est revenu sur les grandes questions qui touchent à la vie intérieure et internationale. Mais retenez que pour ce soir, moi et Dominique Azy de Marseille, nous allons tenter de revenir en profondeur sur les questions qui touchent principalement à la situation dans le département du Poul. Nous allons essayer de revenir sur cette problématique de prisonniers politiques. Le président de la République est revenu sur ses entrefaits et puis nous allons essayer de projeter et voir ce qu'il en est exactement sur l'organisation annoncée des élections législatives au cours du mois de juillet. Alors, Azy Dominique de Marseille, le président a fait des annonces importantes, mais la question qui nous a particulièrement intéressés, c'est celle sur la situation dans le département du Poul. Le président est revenu, a déclaré qu'il n'y avait en réalité pas de situation, pas de problème dans le département du Poul. En tant qu'analyste politique, comment interpréter finalement cette déclaration du président Denis Sassou Nguesso? Jean-Pierre Goma, il faut restituer les faits. Notre collègue de France 24, en venant réaliser cette interview, n'appelle pas la réalité du terrain. Et notre métier nous exige d'être sur le terrain. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, c'est un proverbe chinois qui le dit. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que le président l'a invité, que si vous aviez assez de temps, vous aurez pu descendre sur le terrain. Sur le terrain et puis vérifier. Les faits sont lesquels? L'élection présidentielle s'est déroulée, tel qu'on le sait,
le jour de la prestation de serment, quand le président dit « ce n'est pas une crise politique dans le pool », je donne raison au président de la République. Une élection présidentielle terminée, un chef d'État élu, il va prêter serment. Un citoyen, je dis bien un citoyen, je dis un citoyen, pas un candidat, prend les armes et s'en prend au symbole de la République. Un citoyen, il s'appelle Frédéric Binsamou Alain Toumi, prend des armes, s'en prend au symbole de la République. Qui a été d'ailleurs à un moment donné collaborateur même citoyen, du... Voilà. Citoyen tout à fait, parce oui. qu'on insiste, puisqu'on pense, il y en a qui pensent que quand on dit c'est pas politique, pourquoi? Un citoyen de la République, Toumi, quand il prend les armes le 4 avril, pour mettre Brazzaville Sud à feu à sang, il n'est ni candidat à l'élection présidentielle, il n'est ni autorité vêtue d'un certain mandat politique, c'est un citoyen qui prend une milice et qui attaque. En ce moment-là, dites-moi, si un citoyen de la République, dans n'importe quelle région, prend les armes, s'en prend au symbole de la République, pourquoi vous pensez que ce problème est politique? Non. C'est du banditisme de grand chemin, à la rigueur, comme le chef de l'État le dit, c'est du terrorisme. Mais ce serait une crise politique si un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence je prends le cas de Kolela, et qui était un candidat originaire du pôle, et pour lequel Binsamou a été directeur du cabinet. Imaginez Kolela dit, je conteste l'élection, je m'en vais attaquer les symboles, on aurait cru que le débat est politique. Il faut qu'on restitue les faits. Tout à fait. Ici, Binsamou, qui a été directeur de campagne de Kolela, et Kolela qui a reconnu la victoire du président Sassou. Mais d'où vient-il que Ntoumi prenne les armes pour aller en guerre? En ce moment-là, Jean-Pierre Goma, comment vous pouvez, quelle que soit votre intelligence, comment pouvez-vous situer un citoyen qui prend les armes, qui attaque les gens et vous dites que c'est politique? Tous les bandits qui sont dans la rue aujourd'hui, quelqu'un peut prendre ce matin, nous dormons là, et le lendemain matin, quelqu'un se réveille, prend des armes, attaque un commissariat, attaque une station d'essence, vous dites que c'est politique. Non. Ne mélangeons pas. Voilà pourquoi le chef de l'État dit ce qui se passe dans le pool, ce n'est pas une crise politique. Parce que les acteurs, celui qui a déclenché cette guerre-là, n'a aucun préjudice politique sur l'élection présidentielle. Puisque dit-on qu'il proteste les résultats. Est-ce qu'il est candidat? Non. Mais de l'autre qui n'est pas candidat. Pourquoi situe-tu dans ce cadre politique? C'est ce que le chef de l'État dit. Que se passe-t-il finalement dans le pôle? Mais il se passe que... Il n'y a pas une situation politique. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Il se passe que quand ce bandit de grand chemin prend les armes, il attaque la République, il se retranche où? Dans son vivier naturel. C'est comme moi, je prends les armes, j'attaque les symboles de l'État, je me tourne dans ma région. C'est du terrorisme, ça, alors? Du terrorisme. Et qu'est-ce que l'État fait? Mais l'État n'est pas vacant, le pouvoir n'est pas vacant. En ce moment, quand vous attaquez l'État, l'État déploie la force publique. Ce qui se passe dans le pool, l'État a déployé la force publique pour poursuivre un terroriste. En ce moment-là, l'État cherche le terroriste. Mais l'État fait comment? On lui dit non, vous le caressez trop. L'État dit non, mettons la forme pour que nous ne mettons pas en désaccord avec les accords internationaux de telle sorte que l'armée doit chercher Ntoumi en respectant les populations. Il ne s'agit pas de tuer les gens en masse, mais de les chercher doucement et mettre la main sur lui. Alors, voilà. Pour rester en phase avec les déclarations, la dernière déclaration du président Denis Sassou Nguesso à France 24, je vous propose de suivre cet extrait sélectionné pour la circonstance. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pool. Et le pasteur Binsamou était même l'un des soutiens principaux de l'un des candidats. C'était un soutien déclaré de l'un des candidats et qui a participé à l'élection librement et a même formulé des recours à l'issue du scrutin en direction de la Cour constitutionnelle. Ce candidat est libre. Il s'est même rendu en France il n'y a pas longtemps. Et ce candidat-là, après la décision de la Cour constitutionnelle, a reconnu les conclusions de la Cour constitutionnelle. Donc, M. Binsamou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du pool, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du pool pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles
dans le pool pour en faire des boucliers humains. Alors, Bin Samou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Alors voilà, et dans l'extrait que nous venons de suivre, Aziz Dominique de Marseille, il y a la question qui est implicitement posée au chef de l'État. Faut-il négocier avec le pasteur Ntoumi? Non, non. Non, parce que l'État n'est pas faible. Un État dirigé par un homme qui a une expérience politique colossale, qui a géré des crises ailleurs, qui connaît ce que ça veut dire. Si l'État se met à négocier avec un terroriste, l'État est faible. Quand notre collègue de France 24 pose cette question, j'aurais bien aimé que je lui fasse la peine de savoir, mon frère, la France a négocié avec Salah Ben Abdallah? Non. La France a négocié avec les frères Kouachi? Non. Mais pourquoi la France ne négocie pas avec ceux qui s'attaquent au symbole de la France? Mais parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc lui, en posant cette question au président Sassou, il n'a pas d'abord regardé le rétroviseur de la vie politique française pour dire en France, on ne négocie pas. Mais je ne vais pas l'initier dans le cas du Congo. Le président Sassou ne va pas quand même aller négocier avec un pasteur qui s'appelle Ntoumi, descendre la République plus bas que terre, parce qu'on veut négocier avec Ntoumi. Non. Les raisons de la négociation auraient pu avoir lieu si le problème est posé. Il était, avant l'attaque vue, c'est un problème politique, on a utilisé les sages, on a utilisé tous les canaux, on n'a pas pu en dire allons la négociation. On se levait un bon matin, je dis bien un citoyen, il faut savoir placer les cas, Jean-Pierre Goma, un citoyen, il prend les armes, attaque la République, et vous allez négocier. Quand on dit terroriste, qu'est-ce qu'on appelle terroriste? C'est un monsieur qui prend les armes, qui attaque sans raison pour des obédiences, que ce soit ces obédiences, que ce soit religieuses, que ce soit culturelles, il attaque. Alors que faire finalement? Mais question fondamentale. Non, il faudrait bien que la force publique tienne le coup. Il faudrait bien que la force publique raccourcisse la difficulté, la misère des citoyens pour dire on prend trop du temps et plus que le temps passe, les gens meurent. Il nous faut imaginer d'autres stratégies parce que notre problème n'est pas d'être joué à la défensive. On ne peut pas gérer cette affaire à la défensive. Il faut aussi aller à l'offensive. Offensive dans tous les plans pour dire comment faut-il faire pour régler cette crise-là. Mais il n'est pas question de négocier. Le chose était clair. On ne négocie pas avec un terroriste. Aucun pays au monde ne l'a fait. Alors, autre aspect abordé par le président de la République, c'est évidemment la question des prisonniers politiques. Et à ce sujet, je vous propose en rappel la déclaration du chef de l'État. Les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'ils sont des personnalités politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et la plupart d'entre eux ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont battu campagne et n'ont pas été élus, ça c'est une autre histoire. Mais ils sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Certains de ces actes ayant même été posés avant l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce qu'ils sont des politiques. Ils sont des responsables politiques, c'est vrai, mais ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont pris part à une élection. Parce que c'est l'impression que ça donne. Ah, ce n'est qu'une impression. Et quand même, quand il y a une trentaine de leaders politiques, l'Organisation des droits de l'homme qui sont derrière les barreaux... Il n'y a pas une trentaine de leaders politiques. Et ils sont peut-être 2 ou 3. Il n'y a pas de trentaine de leaders politiques. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisées derrière... Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Alors, c'est vrai que la presse internationale glosse généralement sur l'existence des prisonniers politiques au Congo. On s'appelait sur 2 ou 3 qui sont en prison, mais qui, le président le dit dans l'extrait que nous venons de suivre, qui sont là peut-être pour des faits, mais qui ne sont pas directement liés à l'organisation de la présidentielle, de la dernière présidentielle. Ça aussi, ça nous ramène un peu dans ce qu'on appelle la diabolisation. Est-ce que nous sommes dans cette logique de diabolisation? Jean-Pierre Goma, j'ai aimé votre expression. La presse internationale glosse. Je dirais même qu'elle roucoule. Elle roucoule parce que quand un journal de cette dimension arrive, il dit à des prisonniers politiques. Je me dis, j'ai toujours dit, quelle que soit notre obédience, quel que soit notre parti pris, repartant aux dispositions de la loi.
Qu'est-ce qu'on appelle prisonnier politique? Vous n'avez pas dit qu'à mon frère de France 24 ne sait pas définir ce qu'on appelle prisonnier politique. J'ai toujours dit dans mes émissions, mes débats, est-ce que la politique à elle-même met les gens en prison? Non. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen et qui a violé la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a tordu le cou à la règle de droit. Tout prisonnier est considéré comme un citoyen qui a mal à partir avec la règle de droit. Quel que soit votre statut politique, que vous soyez civil, politique, n'importe quelle situation, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Quand vous posez des actes répréhensibles par la loi, et quand on vous prend, même si vous êtes ministre, vous êtes président de la République, vous êtes n'importe quelle autorité, vous répondez devant la justice, non devant la politique. Mais alors, quand il parle de position politique, parce que ces hommes-là ont un mandat politique, notre collègue dit, c'est la chasse aux sorcières. Le président de la République clair dit non. Ils étaient combien? 11, Jean-Pierre Goma. Ils étaient 11 candidats. Mais il n'y a à ce jour que 2 qui sont aux arrêts. Les 2 qui sont aux arrêts, mais il y a 9 quand même, excepté le chef de l'État, il y a 8 quand même qui sont en liberté. Quelle est cette chasse aux sorcières où vous laissez 8 en liberté et vous en prenez 2? Ça veut dire que quand on fait l'équation, nos collègues de la presse internationale n'ont peut-être pas l'information. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'aller pérorer sur les plateaux, avant d'aller roucouler sur les plateaux, essayez un peu de faire le point, essayez un peu d'aller sur le terrain, avoir l'information pour ne pas faire le porte-voix d'une opposition qui n'a que maille à partir avec les dispositions du droit, ou qu'une opposition qui joue le jeu de qui doit le là que je m'y mette. Si vous jouez ce jeu-là, vous devenez un journaliste de bas niveau, un journaliste de bas échelle, vous faites de la presse de caniveau. Or, ce n'est pas la peine de montrer qu'on est journaliste adultérin. En ce moment-là, vous avez biaisé la profession. Parce que dans le cas précis, vous avez 11 candidats à l'élection présidentielle. Vous avez un qui a gagné. Les 10 ont perdu. Sur les 10 qui ont perdu, 2 sont en prison. Vous appelez ça chasse aux sorcières. On aurait pu arrêter les 8. On aurait pu les mettre en prison. On aurait pu leur faire le procès de ce que, parce qu'ils disent ils sont en prison parce qu'ils ont contesté l'élection. Mais non! Ce n'est pas ça. Ils ont maille à partir avec la règle de droit. D'ailleurs, le chef d'État, je crois, le dit, quand il reprend sur la question qu'on lui pose sur pourquoi est-ce que vous avez arrêté les communications. Je crois que cet extrait-là, on peut sur l'extrait, sur l'arrêt de communication. À un certain moment, lorsque nous avons senti qu'à l'extérieur du Congo, des forces travaillaient pour créer des désordres, dans notre pays, utiliser des éléments inconscients pour perturber la paix dans le pays, oui, le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace. Oui, menace, parce que nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organisaient pour créer le désordre. Est-ce que vous pouvez être plus précis? On ne peut pas être plus précis puisque... Vous dites des éléments mercenaires avec des soutiens de pays extérieurs. Vous savez de qui vous parlez, Monsieur le Président? Certainement, mais puisque une instruction est en cours et au niveau de la justice, le Président de la République ne peut pas faire plus de commentaires que cela, parce qu'après toute séparation des pouvoirs, attendons plutôt les conclusions de l'instruction qui est en cours. Alors, Jean-Pierre Goma, vous voyez bien que on pose la question, vous avez arrêté les communications pour tricher tout et tout, dit non. Nous avons suspecté qu'il y a un coup, nous avons les informations, que dans des pays limitrophes, un coup est en train de se préparer pour venir déstabiliser le pouvoir à Brazzaville. Et nous avons pris des précautions. Et le journaliste pose la question de savoir si vous avez des preuves. Bon, quand je me pose la question comme ça, moi ça me gêne en tant que journaliste. Je me vois en train de dire à Macron, Macron, tu as affirmé ça, tu as des preuves? Non, c'est mesquin. Macron, c'est un chef d'État qui a les rouages de l'État dans ses mains et qui a les services de renseignement dans ses mains, qui connaît la sécurité du pays. Et pour la question, vous avez des preuves. Mais c'est mesquin. C'est même manque de considération pour celui qui parle. Un chef d'État, ce n'est pas un petit enfant. Alors, Azi, il y a aussi que... Il n'y a pas plus que 2 jours, nous avons également suivi, toujours dans ces mêmes médias,
le fait que l'État aurait simplement et purement abandonné les populations déplacées du département du Poul, alors que la preuve a été démontrée qu'il y a plus de 5 descentes humanitaires, des actions humanitaires organisées, menées par le gouvernement au profit des populations déplacées du département du Poul. Est-ce que tout cela dénote toujours de la même stratégie de désinformation? Jean-Pierre Goma, j'ai l'impression, c'est une impression, je peux avoir tort comme je peux avoir raison dans mon impression. J'ai comme l'impression qu'il y a un gros coup, il y a une campagne de diabolisation qui est montée contre le Congo. Mais Jean-Pierre Goma, les dossiers du Congo sont lésions. On vous parle des biens mal acquis, on vous parle des disparus du beach, on vous parle d'une élection truquée, on vous parle des populations de poules qui sont abandonnées. Prenons cet aspect important qui est passé sur les médias dernièrement et qui nous met en colère, nous journalistes. Oh, j'ai toujours fait le reproche. Pourquoi nos amis ne font pas la profession? Jean-Pierre Goma, on ne peut pas être journaliste, arriver dans un pays, sans passer par les canaux officiels, vous trouvez une ONG qui vous amène sur le terrain et vous me faites une enquête. Cette enquête n'est pas contagieuse parce que celui qui est avec vous, on ne sait pas quelle image vous prenez. Et si on peut contester cela, il faut toujours passer, vous venez, vous vous annoncez, on vous reçoit. On vous donne des personnes officielles qui vous accompagnent. On ne vous a pas dit on vous censure, non. Parce que quand vous parlez un peu, vous dites nous avons été accompagnés soit par le ministre de la Justice, soit par le ministre de la Sécurité, soit par le ministre des Affaires sociales. Ces autorités de la République sont témoins et vous filmez et quand vous diffusez, ce n'est pas contestable. Et pourtant, on l'a déjà fait. Mais quand on vous rentrez par infraction, vous rentrez par intelligence, par des voies biscornues, par un labyrinthe tortueux aussi tortueux que la fable, et vous dites, voilà, on était dans le Poul, on a filmé, les populations du Poul sont abandonnées. Pourquoi on veut... Moi, je pose la question, pourquoi on rend ces populations du Poul victimes? Pourquoi cette espèce de victimisation des populations qui ne vous demandent pas de faire ce procès à leur place? Elles savent que là où il y a l'armée, nous allons pouvoir être protégés. Elles savent que les bandes armées sont en train de violer, de tuer, de les assassiner. Mais vous ne voyez pas. Est-ce que les yeux sont ailleurs? Et non, on a pris cette histoire, on a contourné le miroir, on a monté une face où c'est le pouvoir qui tue, c'est le pouvoir qui pille, c'est le pouvoir. Mais diable, Ntoumi est dans le Poul comme un enfant de cœur. Ouais. Les ninjas sont dans le Poul comme des enfants de cœur. Vous avez interrogé ces populations, ils disent que notre misère ici est causée par la force publique. Le jour où Ntoumi prend les armes, recule dans le Poul. Mais le Poul est en paix. Jean-Pierre Goma, comme il rappelle, après l'élection présidentielle, le Poul avait un problème. Non. Toutes les régions du pays sont en paix. Mais dès que quelqu'un a pris les armes, pourquoi est-ce que... Moi, je dis, ce qui m'énerve, c'est que les gens trichent avec l'histoire. On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinat, de torture, dans le Poul notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire que vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poul. Dans le Poul, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Poul. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Poul et d'entrer en contact avec les populations et de prouver que là-bas, c'est l'inverse, ce ne sont pas les éléments de la force publique qui protègent les populations et c'est l'inverse. C'est plutôt les populations qui redoutent les exactions des miliciens de Ntoumi et qui sont placés sous la protection de la force publique, y compris ceux qu'on a été obligés de déplacer justement pour les protéger et qui sont sous la protection du gouvernement, entretenus par le gouvernement avec les moyens dont nous pouvons disposer. Pourquoi nous trichons avec l'histoire? Pourquoi dire même pour nos besoins politiques, même si ce sont médias internationaux, est-ce qu'on peut pas repartir comment j'appelle ça, à l'origine du débat? Le débat, c'est lequel? Mais ce pays était en paix. Le président de la République a sillonné le Poul avant l'élection. Les condoms battus, la campagne dans le Poul sans problème.
Aujourd'hui, le pool devient un problème. Chaque fois, le pool. Quand Youlé est là, le pool n'est pas content. Quand Massamadebe est là, le pool n'est pas content. Quand Ngwabi est là, le pool n'est pas content. Quand Yombi est là, le pool n'est pas content. Quand Lissoubé est là, guerre Nibo pool, le pool n'est pas content. Mais le pool sera content quand tout le monde marche sur le dos du pool, tout le monde parle au dos du pool, tout le monde réclame son adversité politique ou son opposition sur le dos du pool. Laissez les populations tranquilles. Ces populations du pool ont besoin de notre message et non du message de la victimisation. Alors, face donc à cette diabolisation, puisque ça fait partie des stratégies sur le plan international, face donc à cette manipulation informationnelle, qu'est-ce qu'il faut opposer? Quelle stratégie de com' il faut opposer à cela? Au lieu d'être toujours en position défensive, doit-on redéfinir finalement la stratégie de com' à ce niveau? Jean-Pierre sur le plan intérieur. Jean-Pierre Goma, je me suis de dire, je suis quand même, entre guillemets, un spécialiste en communication, Jean-Pierre. La communication appelle la communication. Face à une opinion, il faut une autre opinion. Parce que, retenez ce proverbe, on n'écoute que celui qui parle. Si l'autre a parlé, on t'a pas écouté, mais il n'y a qu'un seul son de cloche. Et qui a entendu un seul son de cloche n'a entendu qu'un raisonnement. Du coup, le Congo, je suis désolé de l'interpeller sur la profession, le Congo a intérêt à soigner, vraiment à soigner sa communication. Ne restez pas à la défensive, allons-y à l'offensive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des journalistes qui partent du Congo pour aller faire des conférences, débats, dans d'autres chaînes de télévision, dans d'autres pays, dans d'autres milieux. Ça ne nous empêche pas de faire comme France 24, de débattre pour dire, nous sommes venus vous parler aujourd'hui de la situation au Congo. Des confrères qui peuvent nous recevoir. Ça coûte quoi au Congo de dire, un tel, vous êtes journaliste, nous vous envoyons à travers les plateaux africains, à travers les plateaux européens. Allez-y dans ces rédactions-là. Parlez un peu de la situation du pôle avec votre collègue. Parlons politique entre vous, journalistes, essayez d'échanger en respectant la profession. Je pense que le Congo jouerait à l'offensive et non à la défensive. Nous sommes toujours assis, on vient taper. Un journaliste de France 24 qui quitte l'Europe, qui vient en Afrique, qui va au Yo, qui entend le chef d'État, il a vu que le sujet pour lui est intéressant. Mais peut-être intéressant, le sens est négatif pour nous, le sens positif pour lui. Pourquoi il le fait? Il sait quel intérêt, ce sujet important pour lui. Dès qu'il a eu le chef de l'État, il balance, il peut interpréter à sa manière les réponses du président de la République. À nous d'aller dans le fond. Un chef d'État donne des lignes, il ne donne pas des détails. À sa presse de reprendre et de donner des détails. Voilà pourquoi, sur cette affaire de coup d'État au niveau de la frontière, cette affaire a été déjà révélée par le site internet 242 et qui a été, la plainte a été portée à Paris et Jean-Claude Cou est parti. Heureusement qu'il a gagné le procès. Jean-Pierre Gon, je vous dis une chose. Imaginez un peu que nos amis de Portail 42 n'avaient pas gagné le procès. Mapingo qui porte plainte, il dit quoi? Les prisonniers qui sont à Brazzaville, ce n'est pas des prisonniers, c'est des gars qui sont rentrés en prison pour, parce que Sassou ne supporte pas l'audience de ses opposants. C'est-à-dire pour Mapingo, le général Mokoko est tellement plus puissant que Sassou qu'il faut qu'il le mette en prison. Mapingo porte plainte à Paris. S'il avait gagné, on allait dire quoi? Ah, les Français ont dit le vrai droit. Mapingo a gagné le procès, du coup, il faudrait qu'on soit de Mokoko puisque c'est la même affaire amenée à Paris. Mais malheureusement pour Mapingo, il a perdu le procès à Paris. Et comme Mapingo a perdu le procès à Paris, le même procès va avoir lieu ici, c'est passé avec Mokoko. Et que le tribunal du Congo condamne Mokoko. Paris a condamné Mapingo et que le Congo condamne Mokoko. Maintenant, où est la raison des opposants? Ceux qui ont applaudi Mapingo, ceux qui ont amené des Congolais à aller danser dans le tribunal de grande instance de Paris parce que j'ai fait partie des gens qui ont suivi ce procès, c'était la honte du pays. Mais voyez-vous comment un pays comme ça est vilipendé? La lettre du continent a écrit des pages et des pages sur cette affaire, pensant qu'elle avait raison, et le titre c'était « Mapingo attaque le pouvoir de Brazzaville ». Voyez-vous, c'est ce que j'appelle moi, il nous faut aussi aller à l'offensive. Ne restez pas à la défensive, sinon que nous allons toujours boire, et quand nous buvons, la coupe est pleine, elle finit par se renverser. Pour terminer notre édition spéciale, le dernier aspect, Azidomique de Marseille, les élections à venir. Élections législatives, locales et la presse, et vous avez suivi nos amis de France 24 interroger le président de la République à ce sujet. Je vous propose de suivre cet extrait. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées, législatives, se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours, qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci, une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin? Vous parlez de blackout? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Alors,
Le journaliste s'interroge déjà, Aziz Dominique de Marseille, sur la crédibilité de cette élection. Déjà, avant même l'événement. Jean-Pierre Goma, je me demande toujours, le plan concerté pour diaboliser le Congo, il doit être monté dans des grandes officines. Quand le chef d'État met en cause la crédibilité du rapport du Congrès américain. Mais parce que ces gens ne sont pas venus faire l'enquête au Congo. Ils reçoivent des rapports par Internet faits par des gens qui ne sont pas sur le terrain. Qui ne sont pas aussi sur le terrain. Et quand ils parlent de la crédibilité de l'élection, mais il faut qu'on comprenne que quand on fait une élection chez nous, toutes les parties sont représentées dans les bureaux de vote. À quel moment la tricherie s'effectue? Quand vous finissez, vous dépouillez. Contradictoire, vous signez le procès verbal. Le candidat, chaque candidat sait que non, dans ce bureau de vote, nous avons perdu ou nous avons gagné. En ce moment-là, il a le rapport. Avant même qu'on nous coupe les fameux réseaux sociaux. Mais chaque candidat a son représentant à ses rapports. Même si vous avez coupé les réseaux sociaux, lui, il a assisté au dépouillement. Il a signé contradictoire le procès verbal. Du coup, cette élection est crédible pour lui. Nous imaginons une forme de fraude qui se met en scène dans notre tête comme un véritable roman de science-fiction. Du coup, l'élection qui arrive est déjà entachée de suspicion avant même son organisation par nos amis de la presse internationale. Le président de la République l'a dit, quand on fait une élection, toutes les parties sont là en présence et peuvent décider, et peuvent regarder comment ça se fait, assis au dépouillement et signe le procès verbal. Mais en soi, la tricherie apparaît à quel moment? Puisque comme vous sortez avec vos résultats, vous pouvez le communiquer à votre tuteur. Et moi, je dis, l'élection qui arrive, mais on ne va pas inventer la roue. Elle va se faire comme elle fait. Nous n'allons pas céder à la pression extérieure, à la pression des lobbies financiers, à la pression des ONG qui se sont mis quelque part dans des grands pays pour vouloir diaboliser le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes indépendants et libres d'organiser une élection. Et si nous avons besoin d'observateurs, un observateur c'est fait pour observer et non pour nous dicter sa loi. Comme le cas où on a vu dans certains pays africains, les observateurs deviennent les propriétaires du pays, comme si on élit les députés, les sénateurs pour l'Union européenne ou pour la France. On les lit pour les Congolais et pour les besoins des Congolais, je suis désolé. Merci Dominique Aziz de Marseille pour ce décryptage. Nous avons été heureux de vous proposer cette édition spéciale. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps et merci d'avoir suivi donc ce programme spécial. Nous vous retrouverons prochainement sur d'autres questions. À très bientôt.